Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Kaito NBA et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va pas parler d'un match ou d'une équipe en particulier, aujourd'hui on va s'intéresser à une statistique. Je vous explique. En gros l'autre jour j'étais sur Twitter, je regardais un petit peu ce qui se disait sur la nuit NBA, etc. Et je vois un truc qui parle d'une stat, box score plus minus, je connaissais absolument pas la stat, et qui met que Jokic fait la meilleure saison de l'histoire dans cette statistique, qu'il est sur cette statistique 2 fois meilleur à des LeBron 2018, à des Michael Jordan, à des Stephen Curry, etc. Et je me dis, mais waouh, c'est un truc de fou. Il fait vraiment une saison aussi exceptionnelle que ça. Putain, je vais vérifier. Donc je regarde, je vois que BPM c'est une stat avancée, sur 100 possessions, etc. Et je vois qu'elle est divisée entre offensive et defensive BPM. Donc il y a le OBPM, c'est la partie attaque, et le defensive BPM qui est la partie défense. Et je regarde le defensive BPM de Jokic, et je vois que dans le defensive BPM, c'est le meilleur joueur de la ligue à l'heure actuelle. Donc en gros, selon cette stat, c'est le meilleur défenseur de la NBA. Et là, je me dis, c'est bizarre. Jokic qui défend mieux que Wembanyama, c'est bizarre. Du coup, à partir de ça, j'ai un peu cherché. C'est une stat qu'on retrouve sur Basketball Référence. Et pour le coup, il y a un article assez long qui explique comment cette stat est calculée, les évolutions de calcul, les meilleures saisons all-time, etc. Et les potentiels problèmes de la statistique. Donc j'ai lu tout l'article, je me suis intéressé à plein d'autres trucs à côté, j'ai fait des petites expériences de mon côté. Et je me suis rendu compte de pas mal de choses, de pas mal de problèmes potentiels de cette statistique. Et surtout, ce dont je me suis rendu compte à travers mes recherches, c'est que Jokic a littéralement cassé cette statistique. Cette statistique n'a plus aucun sens d'exister et on ne peut plus vraiment l'utiliser alors qu'à la base, elle est plutôt pertinente à cause de Jokic, parce que Jokic est un joueur absolument hors norme. Mais avant de voir pourquoi Jokic a cassé cette stat, il faut que je vous explique ce que c'est le BPM. Le BPM, c'est une statistique avancée qui a deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'évaluer le niveau d'un joueur, comme toute statistique, et le deuxième objectif, c'est de donner la possibilité de comparer les joueurs de différentes périodes, de différentes époques de la NBA. Du coup, c'est une stat qui ne se base que sur les chiffres de la feuille de match, donc le box score, donc des stats assez simples, assez brutes. Le but étant de faire une sorte de statistique historique, c'est pas possible d'utiliser des données avancées parce qu'elles n'existaient pas tout simplement avant. Box score plus minus, ça veut dire une stat qui évalue l'impact d'un joueur sur son équipe, donc plus minus, à partir de stats brutes de la feuille de match, box score. Donc les stats brutes de la feuille de match, c'est les points, les rebonds, le nombre de tirs tentés, les passes décisives, etc., etc. Donc, et ça, Basketball et Référence, ils le disent eux-mêmes dans l'article, c'est une stat qui est moins précise que d'autres, mais qui serait donc utile pour faire des comparaisons sur le long terme, sur le niveau intrinsèque des joueurs sur le long terme. Le BPM, c'est une stat qui se calcule sur 100 possessions, c'est-à-dire que c'est l'impact d'un joueur sur le résultat sur 100 possessions. Par exemple, si un joueur a plus 4 de BPM, c'est parce qu'on évalue que son équipe est de plus 4 points meilleure sur 100 possessions avec lui sur le terrain par rapport au niveau de l'équipe sans lui. Donc au final, comme son nom le laisse indiquer, le BPM c'est une sorte de version améliorée de simple plus-minus brut qui a beaucoup de limites et qui est une stat très situationnelle. La stat de la ligue en BPM elle est fixée à 0 et l'article sur Basketball Référence explique l'échelle de niveau que l'on peut faire. Donc vous voyez, donc plus 10 c'est une saison all-time, plus 8 c'est une saison MVP, plus 6 All-NBA, plus 4 All-Star, plus 2 bon starter, plus 0 c'est un bon sixième homme et moins 2 c'est un joueur de banc et en dessous de moins 2 c'est vraiment pas des bons joueurs. Si on fait des comparaisons avec les joueurs actuels, vers plus 6, plus 8 de BPM, on retrouve Luka, Giannis, Maxi. Vers plus 8, plus 10, on retrouve plutôt SGA. Vers les plus 16, plus 18, on a Jokic, c'est absolument n'importe quoi. Vers les plus 4, plus 6, on a Scotty Barnes, Şengün, Kate Cunningham. Vers les plus 2, on a OG Anunoby, Gordon ou encore Jarrett Allen. Plus 0, on a Jaden McDaniels, Max Christie ou Dylan Brooks. Et moins 2, on a Terrence Mann, Sam Hauser ou encore D'Angelo Russell. Vous voyez que ce que je vous ai dit ici, ça correspond pas exactement à ce qu'il dit sur l'article, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que plus on monte dans le BPM, plus les joueurs sont bons, et plus on descend, moins les joueurs sont bons. Même si, encore une fois, quand on voit par exemple un Dylan Brooks à 0 et je sais pas, un Jarrett Allen à plus 2, Dylan Brooks, franchement, il fait un super début de saison et ça se tape. Et j'ai pas envie de dire qu'il est moins bon que Jarrett Allen sur le début de saison. Mais ça donne une échelle. On voit que les joueurs vers plus 6, plus 8, plus 10, c'est vraiment ceux qui nous marquent depuis le début de saison qui sont des classements MVP. Maintenant, comment le BPM il est calculé? Depuis le début, je vous parle de stats brutes, de PPM, des joueurs qui ont plus 6, plus 8, etc. Mais du coup, comment il est calculé précisément? Le BPM il est calculé à partir des stats des équipes. Par exemple, une équipe qui, sur 100 possessions, a un différentiel de points de plus 8, donc une très bonne équipe, l'addition de tous les BPM des joueurs doit être de plus 8. Par contre, pour une équipe qui est moyenne ou mauvaise, c'est pareil, mais le résultat de l'addition sera donc moyenne ou négatif. Donc en fait, ce qui se passe, pour être plus clair, c'est que le BPM, pour le calculer, on effectue un calcul d'une stat individuelle
à partir d'une connaissance du niveau d'une équipe. Donc en fait, on connaît le résultat avant d'y arriver. En fait, une équipe qui a un différentiel de points de plus 8, le BPM de tous les joueurs, l'addition du BPM de tous les joueurs fera plus 8. Si par exemple on prend 3 joueurs, un mauvais joueur, un joueur moyen et un très bon joueur dans cette équipe à plus 8, on devrait, si on fait très simple, avoir le très bon joueur qui est vers les plus 10 de BPM, un joueur moyen qui est vers les plus 4, plus 5, et un joueur mauvais qui est vers les plus 0, plus 2, parce qu'il est quand même dans une bonne équipe, donc il est un peu boosté par son équipe. Mais du coup, on voit bien que ça permet en fait cette stat de faire une sorte de classement de l'impact au sein d'une équipe des différents joueurs. Et sur le papier, je trouve ça ultra intéressant parce que ça prend du coup vraiment en compte le contexte de l'équipe. Au lieu de comparer des joueurs qui n'évoluent pas dans le même contexte, on compare au départ des joueurs qui évoluent dans le même contexte pour pondérer en fait, j'ai envie de dire, la valeur, pour faire en sorte que leur valeur ait un sens par rapport au niveau de leur équipe et au niveau des joueurs autour, pour ensuite comparer avec le reste des joueurs de la ligue. Calculer le BPM, le calcul est le suivant, c'est une simple addition entre le raw BPM et le team adjustment, qui donne le BPM. Alors, qu'est-ce que c'est le raw BPM? Qu'est-ce que c'est le team adjustment? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Vous voyez ici toute la liste en anglais de comment on calcule le BPM sur l'article sur Basketball Référence. Je vais vous le traduire et vous le simplifier. Donc, si on simplifie, on calcule d'abord le niveau individuel d'un joueur avec les stats du box score. Et selon son poste et son rôle offensif, on va pondérer ses stats. Retenez bien poste, rôle offensif, on y revient un petit peu plus tard, mais donc retenez bien cette information pour la suite. Une fois qu'on a établi le niveau individuel d'un joueur à partir de ses stats, on va comparer ses stats individuelles avec les stats de l'équipe. On prend l'efficacité d'un joueur et cette efficacité d'un joueur, elle va être calculée en fonction de l'efficacité de l'équipe. Ça permet donc de prendre en compte le contexte dans lequel évoluent les joueurs. Comme dit précédemment, la stat, elle compare les joueurs d'une équipe entre eux, donc des joueurs qui évoluent dans le même contexte. Cette partie comparaison avec les stats de l'équipe, et ici sur l'efficacité, elle est centrale pour ne pas sortir les stats individuelles d'un contexte d'équipe. Donc ces deux premières étapes, niveau individuel du joueur, puis comparaison avec l'efficacité générale de l'équipe, ça permet de calculer ce qu'on appelle le raw BPM. Le raw BPM, c'est en quelque sorte le niveau intrinsèque d'un joueur. Mais même si on compare à l'efficacité générale de l'équipe pour voir si un joueur est plus efficace ou moins efficace par rapport aux joueurs qui l'entourent, ça reste un petit peu hors sol. Le raw BPM, donc BPM brut, si on traduit assez littéralement, ça reste un petit peu hors sol parce qu'en fait les stats individuelles dépendent forcément des scénarios des matchs, de la saison, de comment l'équipe joue, de son niveau général sur les matchs face aux autres équipes, etc., etc. Donc il ne suffit pas de calculer le raw BPM pour avoir une stat qui est cohérente. Pour calculer le BPM, il faut partir du raw BPM, il faut ensuite l'additionner au team adjustment. Le team adjustment qui permet de mettre encore plus de contexte que juste l'efficacité de l'équipe. Mais du coup, c'est quoi le team adjustment? Le team adjustment, du coup, ajustement par rapport à l'équipe, il permet aussi, et c'est son but, de nuancer les stats individuelles, qui dépendent assez principalement du niveau de l'équipe et moins du niveau du joueur. Pour prendre un exemple, les rebonds défensifs, ils dépendent beaucoup plus d'un box-out collectif que du travail d'un seul. Et donc, ce team adjustment, cet ajustement des stats individuelles par rapport à l'équipe, il va permettre de ne pas avoir des valeurs de BPM individuelles qui dépassent largement la valeur collective. Donc, il va permettre de ne pas compter comme uniquement individuel la stat de rebond défensif, qui dépend assez largement du niveau de l'équipe et de comment l'équipe arrive à bien gérer son box-out. Du coup, le team adjustment, c'est tout le temps une valeur négative parce qu'elle permet de pondérer, d'équilibrer les stats individuelles par rapport à l'équipe pour ne pas surestimer l'apport d'un joueur. On calcule le BPM en ajoutant cette valeur négative du team adjustment par rapport au raw BPM qui surestime un petit peu les joueurs sur leurs stats individuelles. Le team adjustment, il prend aussi en compte le fait qu'une équipe qui mène joue statistiquement en moyenne moins bien car elle a de l'avance, de la marge. C'est calculé environ à 0,35 points par possession de perdu quant à une avance au score. Je vous épargne les calculs qui mènent à ce résultat et aussi ceux qui permettent d'ajuster le team rating par rapport à l'avance moyenne. Bref, c'est assez complexe et pas très intéressant. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de cette idée, on peut calculer, donc à partir des points d'avance d'une équipe, on peut calculer cette valeur qui est perdue parce qu'il y a un petit peu de marge, donc l'équipe joue un peu moins bien. Et cette valeur-là, on va la rajouter au team adjustment. Et ça permet donc en fait de prendre en compte le scénario des matchs. Le meilleur exemple qu'on peut prendre, c'est OKC. Cette saison, je crois qu'OKC, la plus de la moitié de leur quatrième quart-temps, ils les jouent sans SGA. Donc forcément, ils sont moins bons. Mais pourquoi ils jouent sans SGA? Parce qu'ils mènent. On va maintenant passer à la partie centrale, j'ai envie de dire, de la vidéo, c'est les valeurs attribuées aux stats selon les postes. Pour calculer le BPM, on ne fait pas qu'additionner les stats sur 100 possessions. On leur applique des coefficients multiplicateurs. C'est exactement comme à l'école. Les coefficients ils vont permettre de donner plus d'importance à certaines notes à l'école. Et ici, les coefficients ils vont permettre de donner plus d'importance à certaines statistiques. Et inversement, du coup, moins à d'autres. Je vous mets ici donc le tableau des coefficients qui va nous permettre de comprendre
On voit donc qu'il y a les points, les 3 points, les passes, les turnovers, les rebonds offensifs, défensifs, les interceptions, les blocs, les fautes, et ensuite il y a les variables. Les variables, on verra un petit peu plus tard ce que c'est. Pour l'instant, on reste sur la partie haute du tableau avec toutes les statistiques. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'en fait, certains coefficients ne sont pas les mêmes selon les postes. Pour les points, c'est la même chose, c'est-à-dire que chaque point va valoir 0,860 dans le calcul du BPM. Chaque 3 points mis va valoir 0,389 dans le calcul du BPM, que l'on soit pivot, meneur, ailier, ailier fort ou encore arrière. Pareil pour les turnovers, là c'est moins 0,964, donc chaque turnover a une valeur négative de moins 0,0964, donc quasiment de moins 1 dans le calcul du BPM. Par contre, ce qu'on voit sur des stats comme les passes, les rebonds offensifs, les rebonds défensifs, les interceptions, encore les blocs, c'est que les coefficients ne sont pas les mêmes selon la position. Alors ici, il montre que la position 1, donc meneur, et la position 5, pivot. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un continuum du meneur au pivot pour calculer les coefficients quand ils sont différents. Sur le papier, en vrai, c'est pas con. Regardez la stat de passe décisive. Chaque passe décisive pour un meneur vaut 0,580, alors que chaque passe décisive pour un pivot a une valeur de 1,034. Je parlais de continuum parce qu'un ailier, il va pas avoir un 0,5 ou un 1 sur sa passe décisive, il va plutôt avoir 0,7, 0,8, parce qu'il est au milieu entre le meneur et le pivot, entre la position 1 et la position 5. Sur le papier, c'est pas con. Par exemple, les rebonds offensifs valent plus pour un meneur que pour un pivot. C'est pas débile, parce que oui, pour un meneur, c'est plus compliqué d'avoir un rebond offensif qu'un pivot, parce qu'ils sont plus petits, parce qu'ils sont souvent plus derrière l'arc. Sur le papier, je suis plutôt d'accord avec cette logique. Mais en fait, il y a un gros problème selon moi qui va venir ensuite dans le calcul de l'offensive et du defensive BPM et qui vient déjà ici. Pour moi, le gros problème, c'est au niveau des passes décisives. Il y a une différence qui est absolument énorme. On y reviendra un petit peu plus tard. Il n'y a pas que ça comme problème, mais c'est un petit peu central dans ce qu'on va dire sur Jokic notamment. Je pense que vous me voyez venir. Pour que ce soit un petit peu plus clair, on prend l'exemple qui est donné sur Basketball Référence du BPM de LeBron en 2017. Vous voyez ici, il a des coefficients spécifiques à son poste, donc les points ne changent pas, mais vous voyez que par exemple, les passes décisives, il est ni à 0,5 ni à 1, mais il est à 0,7. Les rebonds offensifs, il est ni à 0,1 ni à 0,6, il est à 0,4. Vous voyez ici donc le total de 18,7, c'est la première partie de son raw BPM, juste avec les statistiques. Ensuite, et je reviens à mon tableau juste avant, on n'a pas parlé de la partie du bas, mais vous voyez qu'il y a une variable selon le rôle offensif. Cette variable, elle va donner des valeurs différentes aux tentatives de tir et aux tentatives de lancer franc. On voit que les rôles offensifs 5, donc les pivots, sont un petit peu défavorisés parce qu'ils ont des tirs relativement plus faciles que les meneurs. Et donc, forcément, une moins bonne efficacité un petit peu plus pénalisée que pour les meneurs parce que un pivot est censé avoir une meilleure efficacité, c'est son rôle. Autre chose qui varie surtout selon le poste, pardon si j'ai pas été clair, c'est la constante. Il y a une constante d'ajustement qui vient de 0 pour le poste 5, 0 pour le poste 3 et moins 0,8 pour le meneur. Donc on voit que les meneurs sont extrêmement pénalisés sur la constante. Si cette statistique existe sur le papier, c'est parce que les stats du box score surévaluent peut-être un petit peu les meneurs par rapport aux pivots. Les pivots font un job peut-être de l'ombre qui ne se voit pas du tout dans les stats brutes, qui est plus important qu'un meneur, alors qu'un meneur, quasiment tout ce qu'il fait sur un terrain, va se voir dans les statistiques. C'est débattable, je rentre pas dans le débat, mais sachez juste que les meneurs sont très largement défavorisés par cette constante d'ajustement de position. Du coup, si on revient à LeBron, ils nous disent que sa position est 2,3, sa constante de position c'est 3 moins 2,3, c'est un calcul un peu difficile, mais en gros sa constante de position qu'on a vu juste avant qui pénalise les meneurs, il est à 0, moins 0,3, donc pas totalement à 0 parce qu'il n'est pas poste 3, mais pas totalement à moins 0,8 parce qu'il n'est pas poste 1, moins 0,3. Son rôle offensif il est 1, c'est-à-dire qu'il est totalement créateur, et il calcule donc sa constante de rôle offensif à moins 2,8, et au total ça fait moins 3,1. Donc on prend les stats, on prend les constantes, on additionne, ça fait 18,7 moins 3,1, ça fait 15,6. Le raw BPM de LeBron en 2017 était de 15,6. Je vous ai épargné tous les petits calculs pour avoir les constantes. Il faut juste avoir en tête que ces constantes varient selon le poste et le rôle offensif. Donc si LeBron était un pivot ou un meneur, il n'aurait pas véritablement le même raw BPM et donc pas du tout le même BPM. On passe maintenant aux offensive et defensive BPM et c'est là que les gros problèmes arrivent. Le BPM, c'est, comme je vous l'ai dit, une stat qui calcule l'impact général d'un joueur, donc des deux côtés du terrain. Alors que le offensive et le defensive BPM, ça représente donc la valeur ajoutée offensive ou défensive d'un joueur. Le offensive BPM, c'est pour moi une assez bonne stat. Elle a quelques problèmes, mais c'est vraiment rien comparé au problème du defensive BPM. Et d'ailleurs, Basketball Référence, ils indiquent eux-mêmes que le defensive BPM, il n'est pas très précis et qu'il ne doit pas être pris en compte s'il a des valeurs
trop absurde. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il n'y a pas vraiment suffisamment de statistiques défensives sur le box score pour construire un defensive BPM très précis. Le problème, c'est que ça les amenait un petit peu à bricoler et on y vient dans quelques minutes. On va d'abord parler du offensive BPM parce que c'est en fait totalement primordial pour comprendre toute la suite de la vidéo et pour comprendre le calcul du defensive BPM. Le OBPM, il est calculé d'une manière similaire au simple box score plus minus, mais il va plutôt privilégier du coup les stats offensives. Aussi, étant donné l'importance donnée aux stats offensives dans le box score, les coefficients ils sont globalement revus à la baisse pour pas surévaluer le offensive BPM. Et d'autres sont augmentés, comme par exemple le 3 points pour mettre en avant l'attaque. C'est logique, c'est une stat offensive. Donc le offensive BPM, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il va pas juste prendre les statistiques offensives calculées dans le BPM, reprendre exactement les mêmes calculs pour prendre la partie offensive. Non, et c'est un petit peu là pour moi qu'il y a un gros problème. L'offensive BPM, par exemple, les blocs ou les interceptions comptent dans le offensive BPM, alors que c'est des stats défensives, mais ça compte dans le offensive BPM. Et autre extrêmement gros problème, les coefficients ne sont pas les mêmes que sur le calcul du BPM général. Si je vous le dis juste comme ça, vous pouvez trouver ça normal sur le papier. Oui, ok, c'est différent parce que il faut pas donner trop de value à certaines stats. On peut trouver ça normal, mais en fait, ça peut sembler logique, mais ça pose énormément d'autres problèmes. Donc, vous voyez ici le tableau de calcul du offensive BPM. Et un truc qui saute aux yeux directement pour moi, c'est regarder le coefficient des passes décisives. Alors qu'il y avait une démarcation qui allait de 0,5 à 1 sur le coefficient sur le calcul du BPM général, là on est à environ 0,5 pour tout le monde, du meneur au pivot. J'avoue que je comprends pas très bien pourquoi ils ont calculé comme ça. Leur argument, c'est qu'il ne faut pas donner trop de valeur aux assists et qu'en fait, on aurait des offensive BPM qui seraient totalement gonflés et des defensive BPM qui seraient à 0, quelque chose parce qu'il y a beaucoup trop de stats offensives dans les box scores. Et donc, du coup, ils ont revu à la baisse les coefficients des stats offensives, comme les assists, pour ne pas donner trop d'importance à certaines stats. Et deuxième chose, et c'est ça qui est le plus important, si les passes décisives valent 1 en BPM général pour les pivots et 0,5 en offensive BPM, ça impacte très largement le defensive BPM. Et c'est à l'origine la volonté des concepteurs de cette statistique. Je vous explique. En fait, le defensive BPM, il est calculé non pas d'une manière autonome comme le offensive BPM, mais il est calculé en faisant la différence entre le box score plus minus simple et le box score plus minus offensif. Donc en fait, on calcule le BPM, puis le OBPM, et ce qu'il reste du calcul, tout ce qui n'est pas dans le offensive BPM mais qui est dans le BPM, c'est le defensive BPM. Donc il n'y a pas de calcul direct du DBPM. Et c'est assez normal sur le papier parce qu'il n'y a pas assez de stats défensifs basiques sur le box score, comme on l'a vu auparavant. En fait, à part les rebonds défensifs, les interceptions et les blocs, il n'y a pas vraiment d'autres stats. Et en plus, ces statistiques défensives, surtout les interceptions et les blocs, ils sont pas en nombre, ils sont pas vraiment valuables sans coefficient. Et c'est compliqué de mettre un coefficient genre à 4 pour des simples interceptions parce que c'est pas que ça la défense. Un joueur peut être le meilleur défenseur de l'histoire, il peut faire que les adversaires tirent à 20% dans n'importe quelle zone du terrain. S'il fait pas d'interception ou de bloc, alors ça veut dire qu'il sera pas un bon défenseur selon cette stat. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc c'est normal de pas trop leur donner de valeur. Et en plus, ça créerait un vrai problème de calculer le defensive BPM seul parce que ça rendrait le BPM beaucoup moins cohérent. Vu que les valeurs du offensive BPM et du defensive BPM n'en dépendraient pas. On pourrait avoir un joueur par exemple avec un BPM général à 10, un offensive BPM à 8 et un defensive BPM, je sais pas, à 6. Donc au BPM plus des BPM, ça ferait 14, mais le BPM il serait à 10. C'est un problème. Et on pourra avoir le problème inverse, donc avec un offensive et un defensive BPM additionnés qui font moins que le BPM général. Donc ça créerait des problèmes, et donc c'est assez logique que le defensive BPM soit calculé en fonction, comme on l'a vu, du reste. Mais c'est peut-être en fait encore plus problématique de calculer le defensive BPM en fonction du offensive BPM, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, ça veut dire qu'on essaie de calculer une stat sans la calculer en elle-même. Donc en fait, au final, pourquoi faire? Pourquoi la calculer si elle n'existe pas, elle n'a pas de valeur en elle-même? Mais surtout, le plus important, c'est que, en fait, en modifiant les coefficients attribués aux mêmes statistiques, donc par exemple aux passes décisives, en modifiant les coefficients attribués aux passes décisives entre le calcul du offensive BPM et le calcul du BPM simple, on crée donc un écart de valeur. Et ce qui va se passer, c'est que cet écart de valeur, il va se redistribuer dans le defensive BPM. Préciser et commencer à parler du cas de Jokic. Donc on va prendre l'exemple des passes. Les passes décisives, on voit qu'elles ont un coefficient de 0,5 pour tout le monde sur le offensive BPM, alors que sur le BPM, il y a une différence entre meneur et pivot, on l'a déjà vu, et que les assists ont un coefficient de 1. Donc en fait, la valeur des passes décisives du offensive BPM pour un pivot, c'est la même valeur que celle des meneurs sur le BPM, et c'est la même valeur que celle des meneurs sur le offensive BPM.
cette valeur, elle est appliquée à tout le monde, même au big, même au pivot. Et là, c'est là que vient un énorme problème dans le calcul de cette statistique, parce que en fait, c'est totalement logique, et vous allez comprendre très vite, je pense. Les passes décisives ayant plus de valeur pour les pivots dans le BPM que dans le offensive BPM. Et deuxième chose, le defensive BPM étant calculé en faisant BPM moins offensive BPM. Eh bien, la valeur supplémentaire des passes décisives dans le BPM, elle va se redistribuer en fait dans le defensive BPM. Pour rendre ça plus clair, on va prendre des chiffres assez simples, on va même s'éloigner de tous ces trucs de BPM. On va prendre une équation en fait. En fait, ce qu'on va faire là, c'est une équation. On a A qui est égal à 3 et B égal à 2. On veut trouver C. On sait que C égale à A moins B. Donc C est égal à 3 moins 2. Donc C est égal à 1. C égale A moins B, A égale 3, B égale 2. Donc C égale 3 moins 2, ça fait 1. Mais maintenant, si au lieu d'avoir A égale 3 et B égale 2, j'ai A égale 3, mais B égale 1. Donc B il n'est plus égal à 2, mais il est égal à 1. On a réduit sa valeur. Bah, on a toujours, pour trouver C, C égale A moins B. C égale, cette fois-ci, pas 3 moins 2, mais 3 moins 1. Et donc C égale 2, et non pas C égale 1. On voit donc qu'en augmentant ou en diminuant la valeur initiale de B, cette valeur, elle se répartit sur C, parce que C est calculé en fonction de A moins B, de la différence entre A et B. Maintenant, on revient au BPM, si on remplace A, B et C avec BPM, Offensive BPM et Defensive BPM. Si on prend l'exemple de Jokic. Jokic, à l'heure actuelle, il est à 15,5 passes décisives par 100 possessions, à l'heure où je fais le calcul. On prend, pour calculer le BPM, on fait 15,5 fois 1,034. Donc dans son BPM, il est à 16,03 de value des passes décisives. C'est absolument monstrueux, et ça s'explique par le fait que c'est un pivot. Si on appliquait les coefficients de meneur aux passes décisives de Jokic, on obtiendrait 15,5 fois 0,580, et donc 8,99. Donc on passe de 16,03 à 8,99. La différence, elle est monstrueuse. C'est du quasi simple au double et il faut vraiment s'en rendre compte. Donc on voit que la valeur qu'on donne aux passes change drastiquement le BPM. J'ai envie de faire une expérience. On va voir quel est l'offensive BPM de Jokic si on lui applique une valeur d'assist qui est égale au BPM, donc 1,034. Pour cela, on doit prendre le offensive BPM de Jokic qui est à 12,4 et on doit lui retirer la valeur d'assist qu'il y a actuellement, donc 15,5 assists par match. 15,5 fois 0,476, qui est la valeur, le coefficient attribué aux passes décisives dans le offensive BPM, ça nous donne 7,378. On fait 12,4 moins 7,378, ça nous donne 5,22. Okay, donc ça, c'est le offensive BPM de Jokic en lui retirant les passes décisives. Et maintenant, on ajoute 16,03, donc 16,03 qui est la valeur d'assist dans le calcul du BPM. 5,22 plus 16,03, ça fait 19,25. Et là, du coup, on se retrouve avec, sur le papier, un problème. Pour moi, qui n'en est pas un, mais on se retrouve sur le papier avec un problème parce qu'on a un offensive BPM qui est supérieur au BPM. Ah, il y a un problème. Il y a peut-être un problème. Mais du coup, maintenant qu'on a une valeur offensive BPM réelle de 12,4 et une valeur fictive en lui appliquant les coefficients assist BPM de 19,25, on voit qu'il y a un grand écart. Faisons le calcul pour voir quel serait le defensive BPM de Jokic. On passe d'un defensive BPM qui est à 4,5, parce que 16,9 moins 12,4, donc BPM moins au BPM, 16,9 moins 12,4, ça fait 4,5. Et donc du coup, si on appliquait le coefficient de BPM sur les passes décisives sur le offensive BPM qu'on vient de faire, on obtient, comme on l'a dit, 19,25 de offensive BPM. Et on passe donc du coup de 4,5 de defensive BPM, meilleur défenseur de la ligue, à moins 2,35. Donc un défenseur qui n'est pas valuable. Ce qui correspond honnêtement plus à la réalité. Jokic, c'est pas du tout un bon défenseur. Pourtant, et je le dis pour pas qu'on m'accuse d'être biaisé, c'est vraiment un de mes joueurs préférés. C'est un joueur que je kiffe regarder. Je regarde les Denver Nuggets dès que je peux. Je trouve ça absolument incroyable de voir Jokic sur un terrain de basket et je pense que c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais défensivement, faut reconnaître qu'il n'est pas bon. C'est pas un bon défenseur. Et surtout pour un pivot. Et comme on l'a vu, cette stat de defensive BPM, elle dépend totalement de à quel point on évalue son impact offensif. Si on évalue un impact offensif supérieur, alors il est moins bon défenseur. Et si on évalue un impact offensif inférieur, alors il est meilleur défenseur. On peut se dire, mais c'est totalement stupide, c'est totalement absurde de calculer ça comme ça. En fait, pas vraiment. Le problème, c'est pas forcément le calcul de la statistique en lui-même. Le problème, c'est Jokic. Le problème, c'est que je pense qu'au moment de la création de cette statistique, personne ne pouvait prévoir que un joueur comme Jokic allait arriver et personne ne pouvait prévoir l'évolution de la NBA que ça allait amener. Le gros problème, en fait, du BPM, c'est que c'est une stat qui ne peut plus être actuelle. En fait, étant donné que c'est une stat qui dépend des postes. Pour chaque poste, il y aurait nécessairement donc des stats associées qui sont logiques. Comme on l'a vu,
passes pour les meneurs, les rebonds offensifs et les blocs pour les pivots. En conséquence de cela, des stats ne seraient pas associés à ses postes. Les blocs et les rebonds offensifs pour les meneurs et les passes décisives et surtout les passes décisives pour les pivots. Et donc du coup, on l'a vu avec la manipulation des coefficients, on donne plus de valeur à des stats qu'on estime un petit peu plus rares pour des postes que d'autres. Mais le problème, c'est que dans la NBA actuelle, les postes sont devenus plus interchangeables que jamais. On a des joueurs comme Doncic ou Westbrook, par exemple, qui évoluent au même poste que SGA ou Murray, qui sont pas du tout les mêmes joueurs. Pareil, et c'est encore plus flagrant, Jokic et Wemby, ils évoluent au même poste. Donc, sur la stat de BPM, ils ont les mêmes coefficients. Alors qu'on voit bien que c'est pas du tout les mêmes types de joueurs. C'est pas la même manière de les utiliser. C'est pas du tout les mêmes stats. Du coup, en logique conséquence, Jokic, il est très très loin du niveau défensif de Wembanyama. Et Wembanyama, il est à des années-lumière du niveau offensif et du playmaking de Jokic. Leur appliquer les mêmes coefficients, c'est absolument aberrant parce que c'est pas du tout le même type de joueur, ni le même type d'utilisation sur un terrain, c'est pas du tout la même manière de jouer, d'impacter le jeu à des endroits spécifiques, alors qu'ils évoluent au même poste. Les stats de Jokic, par exemple, elles sont très similaires, beaucoup plus similaires en tout cas, aux stats de Doncic. Et Doncic, lui, il a plutôt des stats assez logiques pour un meneur, c'est des stats absolument élites, mais qui correspondent plutôt à son poste. Et Jokic, ça correspond beaucoup moins à son poste. Et en fait, cela va complètement biaiser le résultat. Et c'est pour ça que je dis que Jokic a cassé cette statistique. Les créateuristes de la stat n'avaient visiblement pas prévu que des joueurs puissent sortir totalement du corpus normal de statistiques correspondant à leur poste. La vision qu'ils avaient, c'était que si un pivot faisait beaucoup de passes décisives, cela avait aussi avec le fait qu'il jouait comme son poste le voulait. Et donc qu'il ait un gros impact défensif. Parce que traditionnellement, les pivots ont un meilleur impact défensif que les meneurs, c'est normal. Et comme on l'a vu, les stats défensives étant très très peu mises en avant dans le calcul sur le box score, les passes décisives seraient en fait bonus. Et s'il y aura un écart de coefficient, comme on l'a vu entre le BPM et le offensive BPM sur les passes décisives pour les pivots, ce serait en fait pour compenser le fait qu'on n'arrive pas bien à donner de la valeur aux stats défensives sur du box score. Et donc les passes décisives seraient une statistique bonus pour la défense des pivots. C'est pas totalement au hasard. C'est parce que on n'arrive pas bien à évaluer les stats défensives et qu'on part du présupposé que les pivots sont meilleurs défensivement et que donc du coup on essaye de donner un petit peu plus de valeur artificielle à ces stats défensives. Mais le truc, c'est que Jokic, il détruit complètement les prénotions utilisées dans la conception du BPM. En fait, il sort totalement du cadre qui a été dessiné. C'est pas du tout un super défenseur, mais c'est le meilleur passeur de la ligue. Et donc du coup, tu te retrouves avec une valeur de passe décisive reversée dans le defensive BPM qui est absolument astronomique. Enfin, ça n'a aucun sens d'avoir autant de valeur donnée aux assists dans une stat qui est défensive. Et en plus de ça, ça vient pas complet un potentiel oubli, un potentiel problème dans le calcul qui donc sous-coterait la défense de Jokic, puisque Jokic n'est pas un bon défenseur. Et je dis depuis le début que Jokic n'est pas un bon défenseur, et je vais vous le montrer par quelques statistiques. Sur NBA.com, on retrouve la stat de diff percentage. En gros, c'est une stat défensive qui permet de voir la perte d'efficacité subie par des joueurs qui attaquent sur un défenseur. Pour être plus clair, par exemple, Victor Wembanyama, les joueurs qui attaquent, donc qui déclenchent un tir quand ils sont défendus par Victor Wembanyama, tirent en moyenne 10% moins bien. On a aussi le détail par zone, donc dans la raquette, il est vers moins 10, moins 11%. Sur les 3 points, il est vers moins 9%. Donc on voit que Victor Wembanyama est un défenseur élite puisqu'il fait baisser en moyenne sur tous les tirs de 10% l'efficacité des mecs qui lui tirent dessus, donc des mecs qui le défendent. Un autre joueur qui est totalement élite en défense et que montre cette statistique, c'est par exemple Kristaps Porzingis. En moyenne, les joueurs shootent 9% moins bien sur lui, mais dans la raquette, ça monte carrément à moins 16%, et sur les 2 points, ça monte à moins 12%. C'est absolument impressionnant. Kristaps Porzingis est peut-être le meilleur défenseur intérieur de la ligue. Je vais prendre maintenant un pivot qui est un moins bon défenseur factuellement que Wemby et Porzingis et qui est souvent assez critiqué sur sa défense, c'est DeAndre Ayton. Alors pour le coup, il fait pas une saison défensive atroce. En général, il a un moins 4,6% de perte d'efficacité infligée sur les tirs qu'il défend. Sur la raquette, ça s'élève à moins 10%. Donc on voit quand même que il a un impact défensif qui est pas aussi énorme que Wembanyama ou que Kristaps Porzingis, mais qui est quand même non négligeable, alors que c'est pas du tout considéré comme un excellent défenseur. Et maintenant, on va donc regarder Jokic. Jokic, il est même pas en négatif sur le diff percentage, il est en positif, il est à plus 2,2%. C'est-à-dire que les joueurs qui sont défendus par Jokic tirent en moyenne mieux de 2,2% par rapport à d'habitude. Et ça, c'est une folie, ça montre vraiment que Jokic n'est pas un bon défenseur. Et même, on pourrait se dire que c'est sur le domaine extérieur, il est moins bon. Mais non, même dans la raquette, il est à 0,7, 0,1. C'est-à-dire qu'il ne fait pas subir de perte d'efficacité aux joueurs qu'il défend. Donc on voit par cette statistique, pour moi, elle est assez parlante. Jokic, c'est pas du tout un bon défenseur. Et d'ailleurs, je vais essayer de vous retrouver un graphique que j'avais vu passer. Jokic est extrêmement ciblé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tirs qui sont tentés sur Jokic.
Et en plus, il défend assez mal, c'est-à-dire qu'il ne fait pas subir de perte d'efficacité au tir sur les adversaires. En plus de ça, c'est pas le meilleur intercepteur, c'est pas non plus du tout le meilleur contreur de la ligue. Il apporte beaucoup moins de dissuasion que par exemple un Rudy Gobert ou un Victor Wembanyama, comme on l'a dit, ou encore par exemple un Alex Sarr qui est assez bon défensivement parlant depuis le début de saison. Et pourtant, c'est selon le Defensive BPM le meilleur défenseur de la ligue. Pourquoi? Parce que cette statistique d'assist se reverse dans son Defensive BPM. Et donc du coup, on voit bien ici que Jokic, il sort complètement des cases qui sont imaginées. Et c'est un joueur qui est tellement atypique que cette stat le favorise énormément. C'est pas du tout un complot, hein. J'ai vu des gens dire « Ah, c'est scandaleux, la stat, elle favorise Jokic ». Non, c'est pas volontaire de favoriser Jokic. Ça le fait parce que Jokic sort du cadre. Parce que Jokic est un joueur qui est complètement à part par rapport au reste de la ligue. C'est un pivot qui défend pas bien, mais qui est le meilleur playmaker de la ligue. Et ça, c'est pas du tout un cas qui est anticipé sur cette statistique. Et donc, c'est avec tous ces éléments que je réponds à cette petite interrogation que j'avais soulevée au tout début. Pourquoi Jokic est aussi fort dans le defensive BPM? Pourquoi il surnage autant dans cette stat avancée du BPM? Parce qu'il sort tellement des cadres qui sont imaginés par les concepteuristes de cette stat qu'en fait, au final, ça le favorise. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette statistique. Dites-moi si la vidéo vous a plu, dites-moi si j'étais assez clair aussi. Il y a eu beaucoup de fois le mot BPM répété, peut-être des calculs assez compliqués. Je n'ai pas su rendre ça plus simple, j'ai l'impression que c'était un peu compliqué. Dites-moi si vous avez bien tout compris. Je pense que je vais continuer à faire des vidéos un peu sur les statistiques. Pour analyser le basket, il faut utiliser les stats. Les gens qui n'utilisent pas les stats, je trouve que c'est un manquement parce que ça dit des réalités qu'on ne peut pas forcément voir de soi-même juste par un œil en regardant les matchs, mais il faut toujours les replacer dans un contexte, comprendre comment elles sont calculées, surtout pour les stats avancées, c'est très important. Il faut en fait comprendre que les stats se réfèrent au réel, et que quand on voit une stat qui n'a pas vraiment de sens, et on se dit « Ah, c'est bizarre », bah oui, il faut la remettre en question, il faut voir comment elle est calculée, il faut voir en fait les conditions de production de cette stat, pour voir si elle a du sens ou non. Les statistiques ne veulent rien dire en elles-mêmes, il faut les appliquer à une observation tactique, et juste en tant que fan, regarder les matchs, c'est important pour comprendre les statistiques. Simplement regarder les stats, ça ne veut rien dire. Un mec qui n'a jamais regardé un match NBA de sa vie, il voit cette stat, il se dit que Nikola Jokic est le meilleur défenseur de la ligue. Et d'ailleurs, sur les stats, ce serait le meilleur défenseur de l'histoire, tout simplement. C'est absolument pas le cas, disclaimer. Donc il faut regarder les matchs pour avoir une sorte de doute à propos des stats et ensuite regarder comment elles sont calculées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. A plus, des prochaines vidéos arrivent très bientôt, il y en a deux en préparation, une sur les Raptors, une sur les Hawks, et je compte aussi parler des Pistons, je suis en train de monter un petit dossier pour parler des Pistons. Allez, salut, à plus.